Bonjour à tous, ne l'appelez plus Ernst & Young mais EY. Ce Big Four de l'audit financier a changé de nom en début d'année, mais il continue de faire rêver les jeunes diplômés d'écoles de commerce. Après Google, c'est même la deuxième entreprise où ils rêvent de travailler. Et ça tombe bien puisque EY va en recruter encore 700 l'an prochain sur ses 850 CDI annoncés. Alors pourquoi EY attire davantage que les autres cabinets ? Comment sélectionne-t-il 700 jeunes parmi 45 000 candidats? Et une fois rentrés, est-ce qu'on est condamné à faire une carrière sous stress, parce que c'est un peu la réputation du secteur? Eh bien, nous posons ces questions à Sylvie Magnin, associée en charge de la stratégie des ressources humaines chez EY. Bonjour Sylvie Magnin. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors je le disais, EY fait partie des entreprises où les jeunes diplômés d'école de commerce rêvent de travailler. Deuxième dans le classement Universum, monde, et 10e en France. Qu'est-ce que vous avez de différent par rapport aux autres cabinets qui fait que vous les attirez ? Alors je crois que notre différence, c'est depuis des années avoir insisté sur l'international. Et nous sommes le cabinet le plus intégré mondialement. Donc quand on rentre chez EY, comme dans les autres cabinets, on va beaucoup investir sur nos collaborateurs. Mais on va investir en France, mais tout de suite, on va avoir des formations à l'international très vite. On va très vite avoir des parcours à l'international. Et ça, c'est différent de ce que proposent les autres, selon vous ? Oui. Ouais. Cette notion de formation internationale très rapide, après, tout le monde propose des programmes de mobilité internationale, mais dès les premières années, une ouverture internationale, c'est assez différenciant. Deuxième élément, notre diversité. Diversité dans les recrutements. Nous sommes un des cabinets qui recrutons le plus d'ingénieurs. On recrute également des universitaires, parce que traditionnellement, dans nos métiers financiers, c'est les écoles de commerce qui sont notre cible principale. Oui. Donc, cette diversité est déjà une ouverture. Le fait qu'on insiste toujours sur la pluridisciplinarité, donc 4 métiers, audit, commissaire aux comptes, métier du conseil, métier de la transaction et métier des avocats, et qu'on arrive au cours des années à travailler avec tous ces métiers, ça aussi c'est quelque chose qui attire énormément. D'accord. Alors, mais une fois qu'ils sont rentrés, je pense à l'international, est-ce que ces jeunes utilisent les possibilités de mobilité interne que vous leur offrez ? Alors, quel pourcentage d'entre eux l'utilisent ? Oui. C'est une question très intéressante parce que ça fait partie des questions qu'on a systématiquement lors des entretiens de recrutement. Ouais. Cette ouverture à l'international et aussi cette mobilité intermétier, cette possibilité de ne pas s'engager à vie dans un métier, une fonction, mais avoir la possibilité d'avoir des passerelles vers d'autres métiers. Donc c'est quelque chose qu'on offre, c'est des parcours qu'on propose et sur lesquels on insiste. Et chaque année, on a 30 à 60 personnes qui utilisent ces possibilités. 30 à 60, d'accord, voilà. C'est très peu en fait. Finalement, c'est pas tant que ça, Ouais. mais ça prouve que les gens se plaisent dans la voie qu'ils ont initialement choisie, donc c'est déjà très bien. Et deuxièmement, pour beaucoup, c'est important que ça puisse exister à un moment donné, mais pas nécessairement dès l'entrée. Ils viennent déjà chez nous pour apprendre un métier. D'accord, donc c'est du à la carte qui leur plaît. C'est pas un menu, c'est à la carte. Voilà, oui, c'est pas un programme qu'on propose à tout le monde de façon industrielle. D'accord, c'est ça qui leur plaît. Vous recevez 45 000 CV par an, me disiez-vous. Comment les candidats viennent-ils à vous aujourd'hui ? Ce qui, là aussi, nous différencie sans doute, c'est la professionnalisation de notre système de recrutement. Notamment pour les stages, où on a peut-être 25 ou 30 000 CV qui arrivent tous les ans. Plutôt que de faire comme on faisait avant, de façon artisanale, on mobilisait plein de gens qui chacun faisait passer quelques entretiens et on manquait de cohérence, on a décidé de professionnaliser, d'industrialiser ce process. Et du coup, on a augmenté la qualité. On a créé des assessment centers. On a créé des sessions où on peut avoir un échange. C'est très interactif. Et donc, on délivre sur tous nos métiers, parce que beaucoup de nos métiers restent inconnus des étudiants. Donc, on a cette première heure qui est une ouverture sur tout ce que représente EY. Donc, vous les recevez par paquet de 150, j'allais dire. Pour nos stagiaires, oui. C'est ça. Ils ont le droit de poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Voilà. Et ensuite, si vous les retenez, vous leur faites passer des assessments, des tests, des batteries de tests, etc. Voilà. Et c'est pareil pour les candidats qui postulent à un CDI ? Alors, pour les candidats, déjà une partie assez significative vient de nos stagiaires. Parce que là aussi, là où on est différenciant,
c'est que dès nos stagiaires, on investit en formation, ce que beaucoup ne font pas. Ah, d'autres cabinets ne font pas ça d'accord. Voilà, ils ont une formation en résidentiel pendant une semaine, ce qui fait que quand ils viennent pour leur stage, ils sont vraiment intégrés dans les équipes, ils sont tout de suite mis dans des équipes clients, et derrière, nous, on les considère comme des futurs collaborateurs potentiels, et à un certain nombre d'entre eux, on fait des offres pour qu'ils reviennent après leur année de césure, après la fin de leurs études, pour qu'ils nous rejoignent. D'accord. Alors, je pensais quand même, vous recevez les gens en groupe, vous disiez industrialisation du process de sélection. Est-ce que ça peut pas faire des déçus, tout ça? Parce que pour l'image de marque, c'est pas forcément très bon. Alors, au contraire. En fait, c'est vrai que j'ai peut-être utilisé le terme industrialisation, mais en fait, voilà, on a tellement professionnalisé et augmenté la qualité des messages qu'on délivrait, et on a permis une telle interaction qu'on a beaucoup de candidats qui, après la première phase, ne sont pas retenus, mais restent néanmoins très impressionnés. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? En fait, c'est un des premiers contacts qu'ils ont avec le monde de l'entreprise quand on recherche des stages. Oui. Ils sont impressionnés par le côté très pro de la sélection. Le côté pro de cette sélection. Ils vous disent merci de m'avoir dit non. J'irai pas jusque-là. Mais néanmoins... En tous les cas, vous préservez votre marque employeur comme ça. Oui, on s'est rendu compte que ça avait un impact très fort sur notre marque employeur. On va parler de vos recrutements. Alors 2013, c'est bientôt terminé. Vous aurez fait combien de recrutements en 2013 ? On est vers 750, 800 débutants. D'accord. Et combien d'expérimentés en plus ? 150 à 200, et auquel il faut rajouter aussi 400 à 500 stagiaires. D'accord. Pour 2014, même type de volume ? On reste sur les mêmes volumes. Vous avez un turnover de 20% en ce moment. Ça monte ou ça descend ? Ça a plutôt tendance... Alors, sur les 2 dernières années, ce turnover avait un peu baissé. Ouais. Là, depuis les quelques mois, je ne sais pas si c'est lié à la reprise, mais... On voit le turnover qui recommence à monter. D'accord. Bon, c'est peut-être un signe, effectivement, d'appel d'air. Mais est-ce que vous cherchez vraiment à fidéliser vos troupes? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt le business model d'un cabinet qui est de faire tourner, justement, pour avoir du sang neuf en permanence? Alors, c'est vrai qu'on cherche à fidéliser nos meilleurs éléments, bien sûr. Mmh. Mais notre modèle, comme vous l'indiquiez, est aussi de faire tourner un petit peu les équipes. On a un système pyramidal, et donc ça fait partie de la règle du jeu. On investit sur tout le monde de la même façon, mais tout le monde n'a pas la même appétence pour diriger des équipes, pour avoir un aspect commercial. Ils n'ont pas resté simplement experts. Donc, tout le monde n'a pas envie de rester chez nous. Mais quand on parle de fidélité, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est une fidélité et un engagement de nos collaborateurs à l'intérieur d'EY, mais également à l'extérieur. Et souvent, nos anciens EY sont nos meilleurs ambassadeurs. Beaucoup de nos clients sont des gens qui ont été formés chez nous et qui, après, quand ils ont besoin, et c'est quand même une preuve de la qualité des services qu'on propose et de la formation qu'on donne, après, ils reviennent chez nous en tant que clients. D'accord. Donc finalement, un départ, c'est pas forcément un drame chez vous? Pas du tout. Ça peut me mettre un nouveau client. Au cas par cas, et souvent, c'est mal vécu, mais en pratique et à moyen terme, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Alors, il y a aussi beaucoup de pression, je le disais tout à l'heure, dans vos métiers, ça fait partie j'allais dire, du folklore du secteur. Vous faites quoi, quand même, vous, en tant que DRH, pour répondre aux éventuels problèmes de stress que vos salariés pourraient rencontrer? Est-ce que c'est horaire à rallonge, souvent pas de week-end? Enfin, en tous les cas, c'est ce que certains salariés vivent. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, c'est vrai qu'on a des horaires assez lourds, c'est vrai qu'on a des jobs très stressants. Ce qu'on fait, nous, la principale chose qu'on fait, c'est qu'on autonomise énormément nos collaborateurs. Et à partir du moment où ils ont une action sur le nombre de collaborateurs dans leurs équipes, sur la façon de délivrer ce qu'on attend d'eux, et sur la gestion de leurs priorités, c'est déjà énorme.
en termes de gestion de stress. D'accord. Est-ce que certains ne résistent pas à vos souhaits, par exemple? Je sais que vous avez, je crois, éteint les lumières le soir, débranché les ordinateurs pour les faire partir. Hein, vous avez essayé ce genre de choses? Alors, oui, ça fait partie... Il y a eu de la résistance, non? Oui, et étonnamment, j'ai eu autant de résistance d'associés qui disaient « Non, mais moi, pour gérer mes dossiers, moi j'ai besoin de gens qui restent très tard. » Mais finalement, le plus de réactions que j'ai eues, c'était des collaborateurs eux-mêmes qui sont des cadres. Qui voulaient qu'on les laisse bosser. En fait. Voilà. Et qui disent, voilà, c'est à moi de gérer mon travail et de voir comment je vais délivrer. Ça fait partie de la culture, en fait, du secteur. Quelle est la marque que vous aimeriez laisser sur la DRH, sur la RH d'EY, vous, en tant que professionnel des DRH? Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts déjà pour tout ce qui est mobilité internationale, entre métiers. Maintenant, il faudrait qu'on aille plus dans la confiance. On est des personnes de chiffres, on est des personnes qui vivent avec des reportings et à la fois on autonomise beaucoup tous nos collaborateurs, mais on a besoin de plus travailler sur la confiance long terme. Sylvie Magnin, merci. Merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro, Économie. On se retrouve dans une semaine.